Bienvenue dans Euronews Soir. Nous sommes ensemble pour découvrir l'essentiel de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce journal. L'ONU tire la sonnette d'alarme. La concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère a atteint un nouveau record pour l'année 2018 et aucun signe de ralentissement n'est visible. Dans l'actualité également, la France clôt son Grenelle contre les violences conjugales et présente un plan jugé insuffisant par les associations. Et puis cette victoire écrasante des pro-démocratie à Hong Kong dans un contexte de violentes manifestations anti-Pékin. Décryptage avec un spécialiste dans ce journal. On terminera cette édition en musique avec des images d'un spectacle consacré à Michael Jackson. 26 artistes sur scène lui rendent hommage. On commence ce journal par le cri d'alerte de l'ONU. Les principaux gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique ont franchi de nouveaux records en 2018. Et mauvaise nouvelle, aucun signe de ralentissement n'est visible. Maxime Bios-Dupont. La concentration des GES, les gaz à effet de serre, dans l'atmosphère a atteint un nouveau record pour l'année 2018. L'Organisation météorologique mondiale, à une semaine de la COP25 de Madrid, prévient que malgré les engagements pris par les signataires de l'accord de Paris, les taux de CO2, de méthane et de protoxyde d'azote ont augmenté plus fortement que la moyenne annuelle de la dernière décennie. À l'heure actuelle, nous produisons 85% de l'énergie mondiale à partir de combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz, et seulement 15% à partir d'énergie nucléaire, d'hydroélectricité et d'énergie renouvelable. Et pour réussir dans la mise en œuvre de l'accord de Paris, nous devons inverser ces chiffres dans les décennies à venir. C'est opéré ces 30 dernières années un glissement du spectre des pays proportionnellement les plus pollueurs, des grands ensembles comme l'Europe et les États-Unis, vers les pays non membres de l'OCDE. C'est habituellement l'Europe et l'Amérique du Nord, les États-Unis, mais la Chine est devenue le premier émetteur. Mais les émissions des pays non membres de l'OCDE ont également connu une croissance assez forte, ce qui montre que pour résoudre ce problème, il faut des efforts à l'échelle mondiale. Selon une récente étude de l'ONG américaine Fondation écologique universelle, l'Union européenne est le seul des 4 principaux émetteurs de GES à être en passe de remplir, voire de dépasser ses objectifs d'émissions d'ici 2030. Mettre fin aux violences conjugales, c'est l'un des objectifs du gouvernement français qui espère créer un électrochoc. Le Premier ministre a choisi ce 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes, pour annoncer une trentaine de mesures après 3 mois de consultation dans le cadre d'un Grenelle réclamé par les associations. On retrouve dans la rédaction Laurence Alexandrovitch. Laurence, vous avez travaillé sur ce sujet. Quelles sont les principales mesures annoncées par le Premier ministre ? Par exemple, Stéphanie, la ligne d'écoute dédiée aux victimes, le 3919, sera renforcée et fonctionnera désormais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les mesures comprennent aussi la prise en charge psychologique des agresseurs, l'introduction de l'emprise dans le code pénal, le déploiement de 80 intervenants sociaux supplémentaires dans les commissariats. Une autre mesure concerne les médecins, d'ordinaire tenus au secret médical. Ils pourront signaler des cas de violence. Il y a aussi dans cette question de la violence, Stéphanie, la place des femmes, les comportements machistes contre lesquels il faut lutter dès l'enfance. Et le gouvernement va consacrer en 2020 plus d'1 milliard d'euros à l'égalité entre les hommes et les femmes. En nombre de féminicides, la France se place à la 2e place derrière l'Allemagne. Et si on rapporte le nombre de femmes tuées par le nombre d'habitantes, c'est la Finlande qui est tristement en tête. La France s'est inspirée de l'Espagne pour les mesures, notamment pour le numéro d'appel 3919. Et l'Espagne, qui avait un taux de féminicide très élevé, a réussi son combat. Elle figure loin derrière la France désormais. Depuis janvier, plus de 137 femmes ont été tuées en France, selon les associations, une tous les 2 jours. Sachez qu'en 2016, 15% des meurtres dans l'Hexagone ont eu lieu au sein du couple. 87% des victimes étaient des femmes, dans la grande majorité des cas tuées parce que leur conjoint refusait une rupture. Dans le reste de l'actualité, les recherches se poursuivent en Méditerranée après un nouveau naufrage samedi d'un navire transportant des migrants. Des images chocs commentées par Julien Pavy. Ces images ont été filmées samedi par les gardes-côtes italiens au large de l'île de Lampedusa. On y voit des dizaines de migrants, dont des enfants, tentant de survivre après le naufrage de leur embarcation.
Parti, semble-t-il, des côtes libyennes, le navire transportait environ 150 passagers avant de sombrer à environ 1 000 nautiques de Lampedusa, une zone où tant de migrants sont morts noyés ces dernières années. Depuis ce naufrage, les secours ont retrouvé les corps de 7 migrants, dont ceux de 5 femmes. Le bilan devrait encore s'alourdir. Selon des témoins, une vingtaine de personnes manquaient à l'appel. Le parquet d'Agrégente en Sicile a ouvert une enquête pour aide à l'immigration clandestine et homicide. À Hong Kong, les élections locales de dimanche ont été marquées par la victoire écrasante des candidats pro-démocratie. Pour en parler et comprendre ce qui va désormais se jouer, je reçois Antoine Bondaz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des questions stratégiques en Asie de l'Est. Alors les résultats de dimanche sonnent comme un camouflet pour les autorités chinoises. La chef de l'exécutif à Hong Kong assure qu'elle va désormais écouter l'opinion des citoyens. Mais dans un contexte de manifestations de plus en plus violentes, a-t-elle vraiment le choix ? Alors, elle est aujourd'hui obligée de prendre en compte les résultats de ces élections locales. Ce ne sont pas les élections au Conseil législatif, mais bel et bien dans les districts. Les 18 districts de Hong Kong. La vague jaune, puisque c'est la couleur du mouvement pro-démocratie, est tellement forte avec 17 des 18 districts qui sont désormais gagnés par le mouvement pro-démocratie que la chef exécutive n'a pas d'autre choix que de l'écouter. C'est notamment aussi une expression de mécontentement vis-à-vis de Carrie Lam, mais aussi de soutien aux manifestants. Évidemment, une minorité s'est radicalisée, mais dans leur grande majorité, les Hongkongais soutiennent, encore une fois, une expression démocratique et la mise en avant d'idéaux démocratiques à Hong Kong. D'après vous, quel scénario pourrait se dessiner dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois à Hong Kong ? Aujourd'hui, Carrie Lam est obligée d'écouter donc l'appel des Hongkongais. Il est encore trop tôt pour savoir ce que les autorités de Hong Kong, en lien avec les autorités de Pékin, pourront accepter. Mais la reprise du dialogue serait une première étape indispensable, avec, encore une fois, il faut le rappeler, des revendications d'une grande partie des manifestations qui se poursuivent, notamment, par exemple, l'ouverture d'enquêtes indépendantes sur les violences qui ont pu avoir lieu ces 6 derniers mois. Et Carrie Lam a-t-elle vraiment une marge de manœuvre vis-à-vis de Pékin ? Alors, la marge de manœuvre de Carrie Lam est extrêmement limitée aujourd'hui, et d'autant plus que le secrétaire général du Parti communiste chinois, Xi Jinping, s'est exprimé sur la question il y a plusieurs semaines lors d'un déplacement au Brésil. Il a appelé à restaurer de toute urgence l'ordre et la stabilité à Hong Kong. Pékin est donc derrière très attentif aux décisions qui seront prises par Carrie Lam, et encore une fois, évidemment, les marges de manœuvre de Carrie Lam sont extrêmement limitées. Une toute dernière question, quel rôle peut jouer et va jouer la communauté internationale dans cette affaire ? Alors, du côté de Pékin, on a beaucoup mis en avant aujourd'hui, pas tant les résultats chiffrés de ces élections, mais l'idée que ces résultats seraient dus à la mobilisation de l'Occident cherchant à déstabiliser la Chine, l'idée que les pays occidentaux auraient de fait influencé ces élections. Je pense que la critique est assez facile de la part de Pékin. Ce qui est sûr du point de vue de l'Union européenne, du point de vue des États-Unis, c'est que cette expression démocratique est évidemment une bonne chose, que cela permet de renforcer les revendications de la population sans, encore une fois, pour autant tomber dans la violence que les Occidentaux condamnent et ont condamné. Antoine Bondaz, un grand merci pour ces explications. On reste en Asie avec cette fuite de documents internes au régime chinois sur ce que Pékin appelle des centres de formation professionnelle dans la province du Xinjiang. Dans ces centres, près d'1 million de Ouïghours sont enfermés. Certains spécialistes parlent de camps de déradicalisation et dénoncent un génocide. Les explications de Maxime Weiss. Aux confins de la Chine, dans la province du Xinjiang, près d'1 million de personnes issues de la minorité ouïghour sont enfermées. Leur crime ? Être de confession musulmane. Le consortium international des journalistes d'investigation, l'ICIJ, et 17 organes de presse ont publié ce dimanche une fuite de documents internes au régime chinois qui permet de mieux comprendre ce qui se joue derrière les murs de ce que Pékin appelle cyniquement des centres de formation professionnelle. Le but ultime est de remplacer toute une minorité. C'est un génocide culturel et c'est une réingénierie sociale coercitive.
Selon les directives des autorités chinoises consultées par l'ICIJ, tout dans ces centres est fait pour remodeler les prisonniers. Une rééducation idéologique sous le regard permanent des gardiens et des caméras de surveillance, comme l'explique cette ex-prisonnière. Quand nous nous levions le matin, nous devions dire des choses comme « Merci Xi Jinping »,« Vive Xi Jinping » après avoir chanté l'hymne national. Et alors, on nous donnait à manger. Fabriquer un nouveau citoyen, fidèle à la ligne du régime, est pour Pékin une manière de lutter contre le terrorisme dans la région. Mais les autorités nient toute violence à l'intérieur des camps. Ces documents, ces soi-disant documents dont vous parlez, sont de la pure invention. Si vous souhaitez avoir de l'information à propos des centres de formation et d'éducation, nous en avons beaucoup. N'écoutez pas les fake news et les inventions. Les révélations de l'ICIJ sont pourtant appuyées par les témoignages de nombreux anciens détenus ayant réussi à fuir la Chine. Pour l'instant, aucun gouvernement européen ne s'est ému de ces nouvelles révélations. Que s'est-il passé dans le reste de l'actualité européenne? Voici un tour d'horizon préparé par nos confrères des équipes linguistiques d'Euronews et en partie en version originale. La Guardia Civil a interceptado un submarino con 3000 kilos de cocaïne. Notre équipe espagnole s'est intéressée à cette saisie de plus de 3 tonnes de cocaïne à bord d'un sous-marin provenant d'Amérique du Sud. Il a été intercepté au large des côtes de Galice, au nord-ouest de l'Espagne. Cette région est une des portes d'entrée de la drogue en Europe. Dos de los 3 tripulantes de origen ecuatoriano. Es ist wohl einer der größten Raube der jüngeren Geschichte. Unbekannte sind am frühen Morgen das La rédaction allemande revient quant à elle sur le vol de 3 parures de diamants et de rubis datant du XVIIIe siècle dans un musée de Dresde, l'un des plus anciens musées d'Europe qui possède une collection de trésors uniques. C'est un préjudice d'une valeur historique et culturelle inestimable et non chiffrable, selon la directrice du musée de la Voûte Verte. Le cambriolage s'est déroulé lundi à l'aube. Au moins 2 cambrioleurs sont parvenus à s'introduire dans ce musée. Eingedrungen, haben dort das Gitter durchtrennt und dann die Scheibe eingeschlagen. Papa Francesco ha incontrato il primo ministro del Giappone Shinzo Abe. Et puis nos confrères italiens suivent le voyage du pape en Asie. François était au Japon. Il a rencontré le Premier ministre Shinzo Abe. Il a parlé du dialogue comme unique arme digne de l'être humain capable de garantir une paix durable. Hier, le Saint-Père s'est rendu dans les 2 villes martyres de Nagasaki et Hiroshima. Il a condamné avec force la possession d'armes nucléaires. Unica arma degna dell'essere umano e capace di garantire una pace duratura nel mondo. Allez, on termine ce journal avec un spectacle sur le roi de la pop, Michael Jackson. Forever King of Pop arrive en France pour le plus grand bonheur des fans du chanteur. Nathan Joubert. En 2009 déjà, la tournée King of Pop retraçant la carrière de Michael Jackson traversait la France. 10 ans plus tard, avec le soutien de la Jackson Family Foundation, le spectacle continue de déchaîner les fans. Quand vous dites le mot légende, c'est ce que c'est. Ça continue encore et encore. Latoya Jackson, sa sœur aînée, a également été interrogée sur le documentaire Leaving Neverland, dans lequel 2 hommes font de sérieuses allégations d'actes de pédophilie contre Michael Jackson. Je n'ai jamais vu ce documentaire, je ne veux pas le voir et je ne le regarderai pas. Donc je préfère que les choses restent optimistes et positives. Le show sur le roi de la pop s'est déjà rendu dans une 50aine de villes à travers le monde. Il revient en France dès le 26 novembre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Euronews, l'information continue. Très belle soirée, à demain.